Imaginez un métier où la précision d'un ingénieur rencontre l'empathie d'un soignant. Oui, Un domaine où on utilise à la fois ses mains et des technologies de pointe. Non pas pour créer un objet, mais pour redonner un projet de vie, pour restaurer l'autonomie. c'est un artisanat du sur-mesure qui a un impact direct et même profond sur le corps et sur l'esprit. Absolument. Et le plan directeur pour former ces professionnels si particuliers, c'est le référentiel du BTS orthoprothésiste. On a devant nous le document officiel, la partition qui définit tout ce qu'un futur praticien doit maîtriser. Et notre but aujourd'hui, ce n'est pas de le lire, mais de le décoder. C'est ça, de comprendre la philosophie qui se cache derrière les listes de compétences. Notre mission, en fait, c'est de disséquer ce document pour voir comment il construit, pièce par pièce, un professionnel capable de naviguer entre le biomécanique, la psychologie du patient et la science des matériaux. On va cartographier un peu l'ADN de cette formation. D'accord. Pour commencer, le terme orthoprothésiste. Ça sonne extrêmement technique. Oui, c'est vrai. Pourtant, les sources insistent beaucoup sur la dimension humaine. Comment ce référentiel concilie ces deux mondes qui semblent si éloignés? Alors, c'est vraiment le cœur du sujet. Le référentiel pose d'emblée l'orthoprothésiste comme un professionnel de santé qui intervient sur prescription médicale. La mission, ce n'est pas fabriquer une prothèse. Ah, la nuance est importante. Elle est fondamentale. La mission, c'est de prendre en charge des personnes. On parle de patients qui savent une amputation ou des déficiences ostéo-articulaires, musculaires, neurologiques. La finalité, ce n'est pas seulement de remplacer, c'est de compenser, de corriger, de restaurer. Restaurer une fonction, une posture. Les sources parlent même de restaurer une image corporelle. C'est un terme puissant. Très puissant. Ça va bien au-delà de la simple mécanique. On n'est pas dans un garage. Exactement. Il s'agit de permettre à la personne de retrouver ou de conserver son autonomie et de participer pleinement à la vie sociale. Pour le dire autrement, on ne répare pas une machine, on aide un être humain à reprendre le cours de sa vie. La technique est un moyen, jamais une fin. Pour rendre ça concret, on pourrait suivre un fil rouge. Bonne idée. Imaginons le cas d'une personne passionnée de randonnée qui a subi une amputation. Sa prescription médicale dit peut-être simplement prothèse tibiale. C'est un cas classique. Mais son projet de vie, à elle, c'est de retourner sur les sentiers escarpés. Le rôle de l'orthoprothésiste, si on suit ce référentiel, ce n'est pas juste de fournir un appareil. Non, c'est de concevoir la prothèse. Voilà. La prothèse qui pourra endurer les rochers, l'humidité, les dénivelés, et qui deviendra une véritable extension de sa volonté. C'est une très belle image. Et ça montre bien que chaque patient est une équation unique à résoudre. C'est la meilleure illustration possible. Et c'est justement pour ça que la formation est si structurée. Elle repose sur 4 blocs de compétences professionnelles, 4 piliers qui construisent méthodiquement tout ce savoir-faire. Alors, pour former ce professionnel qui est à la fois ingénieur, clinicien et presque un peu psychologue, la structure doit être solide. Plongeons dans le premier bloc, qui s'intitule « Élaborer un projet thérapeutique ». Le mot projet est clé ici. Totalement. On dirait la phase d'architecte, bien avant que le premier coup de marteau ne soit donné. C'est tout à fait ça. On est dans la conception intellectuelle. La toute première compétence de ce bloc, c'est prendre en soin et élaborer le diagnostic. Alors attention, on ne parle pas de diagnostic médical, ça c'est le rôle du médecin. D'accord. C'est un diagnostic orthoprothétique. Exactement. Ça commence par l'accueil, l'écoute active des besoins du patient, l'analyse fine de la prescription. Puis vient l'examen clinique. L'orthoprothésiste observe la posture, palpe les masses musculaires, il va évaluer la qualité de la peau, la mobilité articulaire. On est dans l'analyse pure. On ne fabrique rien encore. Donc si on revient à notre randonneuse, c'est à ce moment-là qu'on lui demanderait quel type de sentier, quel est votre rythme, quelle est l'altitude, plutôt sec ou humide. Précisément. On fait une analyse de sa vie, pas seulement de son moignon. Le diagnostic devient presque biographique. C'est ça. Et c'est à partir de toute cette collecte d'informations que les compétences suivantes se déploient. Formaliser les objectifs thérapeutiques et informer. L'orthoprothésiste va proposer une solution d'appareillage, mais surtout, il doit l'expliquer. Obtenir l'adhésion du patient. C'est crucial. Il faut que la personne comprenne pourquoi on choisit tel type d'emboîture, tel genou prothétique, tel pied. C'est un vrai contrat de confiance qui se noue. Et ce n'est pas un travail en solitaire. Le référentiel insiste sur une compétence de conseil auprès des autres professionnels. Oui, et c'est un point qui montre bien le positionnement du technicien. Il apporte son expertise à l'équipe de rééducation.
Il va dire au kinésithérapeute, voilà l'appareil qu'on va concevoir, la rééducation devrait donc se concentrer sur le renforcement de ces groupes musculaires spécifiques pour optimiser son utilisation. Il devient le référent technique qui relie tous les maillons de la chaîne de soins. En quelque sorte, oui. Monde vérité, où l'artisan rencontre le scientifique, j'imagine que c'est le cœur du bloc 2. Absolument. Le bloc 2 s'appelle « Mettre en œuvre des appareillages orthopédiques ». On passe de l'idée à la matière. La première étape, c'est de créer le dossier médico-technique. C'est le cahier des charges de la prothèse. Le plan de construction. Voilà. Puis vient un moment critique, la prise d'empreinte. Que ce soit par un moulage en plâtre, de manière traditionnelle, ou par un scan 3D, c'est l'instant où l'on capture la morphologie unique du patient. La moindre erreur ici, et tout l'appareil est compromis. C'est vraiment le sommet du sur-mesure. Et ensuite, direction l'atelier. Oui. Et c'est là que la compétence réalisation de l'appareillage prend tout son sens. Le référentiel est très exigeant sur la connaissance des matériaux. On ne demande pas juste de savoir bricoler. Non, bien sûr. On attend une compréhension profonde de la physique, de la chimie appliquée, de la résistance des matériaux. Par exemple, pour notre randonneuse, quel est le meilleur choix? Un thermoplastique, comme le polypropylène, qui est léger, facile à retoucher, ou une résine composite carbone ultra résistante mais plus chère et plus complexe à travailler? Ce n'est donc pas qu'un choix technique, c'est un arbitrage complexe entre le poids, la durabilité, le coût, et l'impact sur la performance et le confort du patient. C'est là que la science des matériaux rencontre l'humain. Exactement, et le processus est loin d'être terminé à la sortie d'atelier. La dernière compétence de ce bloc est peut-être la plus subtile, essayage, adaptation et suivi. C'est un dialogue permanent. Entre le technicien, le patient et l'objet. C'est ça. La randonneuse pourrait dire « ça me gêne ici quand je simule une montée ». Le professionnel doit être capable de traduire cette sensation, qui est subjective, en un ajustement très précis au millimètre près. Et le suivi est fondamental. Le corps change, le moignon évolue, la prothèse doit pouvoir évoluer avec lui. Donc, on a conçu et fabriqué une prothèse de pointe pour notre randonneuse. Elle est sur les sentiers, mais la technologie évolue à une vitesse folle. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui se passe dans 5 ans, quand les matériaux seront plus performants, quand les chevilles bioniques auront de meilleurs processeurs? C'est là que le troisième bloc semble devenir essentiel. Il est vital. C'est le bloc veille professionnelle, formation et études. Il part du principe que le diplôme n'est pas une fin, mais c'est le début de l'apprentissage. On n'arrête jamais d'apprendre. Jamais. Les compétences sont claires. Savoir chercher de l'information probante, lire des publications scientifiques, participer à des congrès. Dans ce domaine, stagner, c'est régresser. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bloc ne concerne pas que l'auto-formation. Il y a aussi une dimension de transmission. Oui, la compétence élaborer une communication. Il faut savoir former un stagiaire, présenter un cas complexe à des confrères ou expliquer une nouvelle technologie à l'équipe médicale. On attend du technicien qu'il soit aussi un pédagogue. D'accord. Mais le point le plus révélateur de ce bloc, pour moi, c'est l'ajout de compétences très modernes. La cybersécurité, j'imagine. Ça m'a interpellé en lisant les sources, c'est vrai. Ça semble presque hors sujet au premier abord. Et pourtant, c'est incroyablement pertinent et visionnaire de l'avoir inclus. On parle de prothèses myoélectriques, de genoux à microprocesseurs, d'appareils qu'on peut ajuster via une application Bluetooth. Ces appareils sont connectés. Bien sûr. Le référentiel anticipe un futur très proche où la responsabilité de l'orthoprothésiste inclura la protection de ces appareils contre le piratage. Imaginez les conséquences si une prothèse de jambe connectée pouvait être désactivée à distance. C'est une pensée fascinante et un peu effrayante, oui. Ça redéfinit complètement le métier. Le praticien n'est plus seulement le garant de l'intégrité mécanique du patient, mais aussi de son intégrité numérique, qui est maintenant littéralement attachée à son corps. Et tout ce travail clinique et technique de haut vol doit pouvoir exister dans un cadre économique et administratif bien réel. On ne peut pas être un artiste génial dans son atelier sans se soucier du reste. C'est le but du 4e et dernier bloc, j'imagine. Ramener tout ça sur Terre et faire en sorte que l'atelier puisse tourner. Précisément, le bloc 4, organiser les activités et gérer des ressources, c'est le volet gestion. Il y a la gestion administrative du dossier patient, bien sûr, mais aussi l'élaboration de devis. C'est une compétence cruciale. J'imagine, pour les remboursements. Exactement. Il faut maîtriser la nomenclature des actes pour que le patient puisse être remboursé par la sécurité sociale et sa mutuelle. C'est un aspect très réglementé du métier. Et ça va même au-delà du patient individuel. Le référentiel parle de management. Oui,
La compétence manager les équipes indique clairement que le diplômé a vocation à encadrer du personnel. Et la gestion des ressources matérielles couvre tout, des stocks de résine à la maintenance des fours. Mais un point m'a particulièrement marqué. Lequel? La gestion des déchets dans une démarche éco-responsable. C'est vrai. Je l'ai noté aussi. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une compétence à part entière évaluée au même titre que la prise d'empreinte. C'est un signal très fort. On est en plein dans les préoccupations du XXIe siècle. Le référentiel dit que soigner, c'est aussi ne pas nuire à l'environnement. Quand on manipule des polymères, des solvants, des métaux, l'impact n'est pas neutre. Bien sûr. Intégrer cette conscience écologique au cœur de la formation en dit long sur la vision moderne du professionnel de santé, un acteur responsable sur le plan humain, économique et désormais environnemental. Ces 4 piliers dressent le portrait d'un professionnel incroyablement complet. Mais ce n'est pas tout. Le cursus est complété par des enseignements plus transversaux et une immersion massive sur le terrain. Il ne faut surtout pas les négliger, cela. L'enseignement de culture générale et expression, par exemple, n'est pas là pour faire joli. C'est ce qui permet d'argumenter un choix technique face à un médecin ou de rassurer un patient avec les mots justes. La communication est clé. Toujours. Quant à l'anglais, avec un niveau B2 attendu, c'est tout simplement la langue de l'innovation. La dernière étude sur l'ostéo-intégration ou les nouveaux alliages sera publiée en anglais. Ne pas le maîtriser, c'est se couper de l'avenir de sa propre profession. Et bien sûr, toute cette théorie ne serait rien sans la pratique. C'est le creuset où tout fusionne. Le référentiel impose 20 semaines de stage obligatoire sur les 3 ans. C'est énorme. 20 semaines, oui, c'est conséquent. C'est là que l'étudiant se confronte à la complexité du réel, à l'imprévu, à la pression. C'est pendant ces stages que les compétences s'ancrent vraiment, que la posture professionnelle se développe. C'est la partie non négociable du parcours. D'accord. Donc, après ces 3 années intenses, on a un diplômé avec un bagage technique, relationnel, managérial et une solide expérience. Quelles sont les portes qui s'ouvrent concrètement après? Les chemins sont variés. Il y a bien sûr le travail en entreprise privée d'orthoprothèse, c'est le plus grand secteur d'emploi, mais aussi dans des établissements de santé, publics ou privés, comme les centres de rééducation fonctionnelle. Et il y a d'autres voies? Oui, il ne faut pas oublier des voies comme le secteur humanitaire, où ces compétences sont extrêmement précieuses sur des terrains de post-conflit, par exemple. Et ce BTS, c'est un point final ou un tremplin? C'est clairement présenté comme un tremplin. Le référentiel souligne la possibilité de poursuivre vers des diplômes universitaires, des licences professionnelles ou d'autres titres de niveau supérieur, que ce soit immédiatement après le diplôme ou plus tard dans la carrière. C'est un diplôme qui ouvre une carrière, il ne l'enferme pas. En synthèse, ce qu'on voit à travers ce référentiel, c'est la construction d'un professionnel de santé qui est hybride. C'est un technicien de haute précision qui maîtrise la science des matériaux, la biomécanique. Un clinicien à l'écoute. Oui, un clinicien capable de comprendre une situation humaine complexe et de la traduire en un projet thérapeutique. Et c'est un gestionnaire conscient des réalités économiques, managériales et même environnementales de son activité. C'est une vision très riche d'un métier qui allie la tête, les mains et le cœur. On a vu comment ce référentiel prépare des professionnels pour le présent, mais surtout pour l'avenir, en intégrant des compétences comme la cybersécurité ou l'éco-responsabilité. C'est vrai. Et ça soulève une question pour la suite. À mesure que la technologie brouille les frontières entre l'humain et la machine, est-ce que l'orthoprothésiste de demain ne deviendra pas moins un technicien de l'appareillage et plus un intégrateur de systèmes personnels pour le corps humain? Une piste de réflexion à explorer. Nous remercions les auditeurs pour leur écoute. Pour découvrir d'autres formations, il est possible d'écouter les autres émissions du podcast Choisis ta formation et ton métier et de consulter la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.